Bonjour à mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai le droit à 31 minutes 40, bah c'est très bien comme ça. Bonjour à tous mes abonnés, aux frères et sœurs et aux amis. J'ai un truc en même temps qui me vient dans la tête et je sais plus si je l'ai dit du coup, excusez-moi. Je suis perturbée, non mais le temps que je fasse du nettoyage sur mon téléphone et tout ça, voilà. Bon, je vais expliquer ce qui m'arrive, ok? Avant de faire la vidéo. Enfin, avant de faire la lecture, excuse-moi. Je suis troublée. Ben, il se passe que mon cher voisin veut s'en prendre à moi-même maintenant. Il devient dangereux. Ouais. Vers 1h du matin, cette nuit, je l'ai entendu. J'ai entendu une porte qui s'ouvrait, puis je dis tiens, la voisine est revenue de Paris, quoi. La voisine qui est juste en face, là, de mon palier. Mais non, c'est pas elle. J'ai entendu, il a claqué sa porte. Je dis tiens, qu'est-ce qu'il branle encore, ce con. À 1h du matin, pourquoi qu'il vient sur le palier? J'ai dit qu'est-ce qu'il vient foutre? Enfin bref. Du moment qu'il m'a dit, soi-disant en passant, dans son gros mensonge, non, je passe jamais par là, par la porte d'en bas, parce qu'il faut monter des marches. Et vu mes jambes, il est bien monté chez moi pour me faire du gringue, et puis tout ça, bon, c'est bon quoi. Hein. Donc, soi-disant qu'il ne peut pas monter, mais... Enfin bref, les mensonges qu'il a fait. Alors tout à l'heure, normalement, hier, vers minuit ou vers 11h30, je voulais descendre pour voir si j'avais reçu mon colis. Et puis, j'étais trop fatiguée, donc j'ai dit, bon, tant pis, j'irai demain. Donc, j'y suis pas allée. Bien, Dieu a bien fait les choses parce que, comme je suis descendue là tout à l'heure, pour aller voir si mon colis était arrivé hier, eh bien, bon, il n'y avait pas de colis, bon, bah ça c'est pas grave, mais ce que j'ai vu, deux gros morceaux de verre, vous savez, les carrés de cathédrale, qu'on appelle ça des carrés cathédrales, des gros pavés épais de ça, et puis qui sont carrés. On peut faire des murs de salle de bain avec ça, ou séparer une pièce si on veut, puis le jour il passe, hein. Et on met ça aussi dans les entrées d'immeubles, hein, ou de maisons, de vieilles maisons comme on a là. Sous la boîte aux lettres, il y en a qui montent du haut en bas. Ça fait pour que la lumière, elle rentre, pour pas qu'il fasse trop nuit dans le couloir, quoi. Gilles, il en avait réparé parce qu'il y a une voiture, des gens qui étaient bourrés, au lieu de reculer, ils avaient avancé, puis ils avaient pété ça. Puis même pour le garage, on nous l'avait fait aussi. Enfin bref. Et qu'est-ce que je vois? Deux gros morceaux de verre qui étaient dans le couloir, qu'on avait balancés. Je dis, putain, mais... comment que ça se fait que les gros bouts de verre qui étaient restés, parce qu'il en restait des morceaux que j'avais mis sous ma boîte aux lettres. Il y a ma boîte aux lettres qui est accrochée comme ça là, hein, au mur d'entrée. Et puis dessous ça descend, ça fait comme une petite cheminée avec les qui descend là. C'est un renfoncement, c'est qu'on voit les pavés qui sont les uns en dessus des autres, hein. Et dessous, j'avais mis deux morceaux de verre que j'avais retrouvés parce que je lui ai dit, bon, bah, qu'est-ce que tu veux que j'en fasse? Je les ai mis en bas, donc dans la niche, hein, donc ça gênait personne. Et puis ces deux gros morceaux de verre-là, je les ai retrouvés dans mon couloir. J'ai dit, oh d'accord, j'ai fait le rapprochement. J'ai fait le rapprochement. Il a mis ça dans les marches, il a balancé ça dans le couloir, plutôt dans le couloir, en béton, en bas, là. J'ai dit, mais il cherche vraiment à ce que j'aie un accident, parce qu'il sait que des fois, je descends vers minuit ou vers 11h30, ou ça dépend, quoi. Hein. Si je suis assez courageux, je descends même plus tard, même des fois. Ou si j'ai une poubelle à descendre, je la descends. Qu'est-ce que j'ai vu? Ben, les trucs comme ça, qui étaient balancés. J'ai dit, non, mais il sait vraiment pas quoi faire. Pour que je me blesse, il a mis ça dans le couloir, voilà. Il a balancé ça. Donc j'étais obligée de ramasser les morceaux de verre, les deux gros morceaux de verre, hein. Je les ai remis où ils étaient, et puis j'ai balayé parce qu'il y en avait des morceaux qui s'étaient détachés, donc voilà, j'ai balayé pour que personne ne se blesse. Non mais franchement, ils cherchent vraiment à ce que j'aie un accident, hein. Alors non seulement d'avoir défoncé ma porte de garage, hein, de forcer la porte de garage, mais la porte, là je suis pas sûre que c'est bim, mais bon... Et puis, la petite porte d'entrée dans le couloir que je peux aller dans mon garage sans aller dans la cour. Hein. Bah là, oui, il l'a forcé d'en haut. Hein. Ça, tel que la porte était voilée, voilà. Hein. Tout ça parce qu'il va aller voir dans le garage, parce que j'ai expliqué sur ton truc. Voilà,
comme on discute, voilà, j'ai fait croire que je pouvais couper l'eau. Ben, ça, je peux le faire, hein, je peux le faire. Mais bon, mais voilà, mais surtout, voilà, il a des idées derrière la tête que, ben, de toute façon, je sais ce qu'il a derrière la tête. Hein. Il veut récupérer le garage, puis il fait tout pour me faire chier. Tout pour me faire chier. Là, il veut attenter à ma santé, hein. Et il veut en sorte que je fasse un accident, hein. Ouais. Là, ça devient grave, là. Là, ça devient grave parce que, bon, bah, qu'il fasse du bruit toute la nuit, qu'il mette sa musique à fond, qu'il mette des baffes tout autour de l'appartement pour que j'ai le son au plafond. Bon. Mais là, il commence à vouloir s'en prendre à ma peau, hein. Là, ça devient grave, là. Puis je peux pas prouver, hein, pour dire, bah, c'est pas moi, de toute façon, c'est un menteur. Et je suis sûre qu'il fait chier sa chienne dans ma cour, hein. Comme ça, il n'a pas à le ramasser dans sa cour à lui. Hein, ça, j'en suis sûre. Enfin, il n'y a pas que lui, hein, qui lâche aller son chien pour aller chier. Les jeunes du bout, là-bas, ils ont un gros chien. Lui, comme il chie, alors là, on croirait que c'est une vache qui a chié. Hein. Ulysse, je crois qu'ils l'ont appelé, ou un truc dans le genre. Mais bon, ça commence à bien faire. Ça commence à bien faire. Je vais être obligé à un moment donné de porter plainte. Je vais être obligé, je veux pas, mais je vais être obligé, mais il va me faire passer pour une folle. Il va me faire passer pour une cinglée. Je sais comment que ça marche en PN, je sais comment marchent les PN. Ouais, enfin bref, ça devient grave. Voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Pour ce qui est de ça, ouais. Bon alors, j'en étais à la page 118 de l'ombre des Templiers, voilà, hein. Donc je continue. Ouais. Heureusement que je mets parce que le jour où j'ai retrouvé mes clés sur ma porte, alors que j'avais mes clés, il s'est passé des d'autres choses. Bon, des fois, il y a des trucs de paranormal qui se passent, où il se passe des choses, mais de toute façon, mes clés, je les avais chez moi. Mes clés, je les avais... Étant donné que mon voisin m'avait dit qu'il ne pouvait pas monter, donc je laissais toujours ma porte ouverte. Voyez-vous ? Je laissais toujours ma porte ouverte. J'ai dit, bah, il peut pas monter, donc il peut pas rentrer pour me voler. Puis des fois, je me mettais à travailler dans le garage pendant 3 heures, ou je travaillais pendant 3 heures au grenier. Donc il a pu très bien faire un double de clés. En tout cas, j'ai retrouvé mes clés sur ma porte fermée, alors que j'avais fermé ma porte à clé, j'avais mes clés chez moi. il s'est passé des trucs, soit paranormal ou d'autres choses, moi toujours est-il que comme j'ai retrouvé ma porte fermée, mon verrou il est fermé, je vérifie toujours si mon verrou est fermé, comme une fois que je suis rentrée, je ferme mon verrou, je regarde si j'ai mes clés, hein, et mes clés je les avais, et puis le lendemain matin je me suis retrouvée avec ma porte fermée à clé, mais comme j'ai ouvert mon verrou, j'ai retrouvé mes clés sur mon verrou à l'extérieur, chose étrange. Qu'est-ce qui me dit qu'il n'a pas fait un double ou il a eu le temps de faire un double ou quoi? J'en sais rien de tout ce qui a pu se passer, hein, parce que, voilà, avec la fatigue, on ne sait plus, mais, enfin, force. Mais là, j'étais sûre, j'avais vérifié 3 fois si ma porte était bien fermée, tout ça. Si j'avais mes clés, je les mets là, hein, je les accroche plus à l'entrée, parce que je me dis, si on ouvre la porte, on prend les clés directement. Là, ils sont là. Mais il s'est passé des choses étranges de toute façon. Hein. Et puis j'ai vu des fois, à 10h30, une fois, il est monté avec la bonne femme qui vient chez lui pour aller ouvrir les gaines, pour aller regarder dans mes gaines. Qu'est-ce qu'il est venu foutre pour vérifier dans mes gaines? Il n'a pas lieu de monter ici pour vérifier dans mes gaines. Hein? Voilà. Et il s'est passé tout un tas de trucs. Et il me dit que non, c'est pas lui. Non, c'est pas lui. Je l'entends. Voilà. Je le filmerai même avec une caméra. Il dira même que c'est pas lui. Il dira même que c'est pas lui, de toute façon. Puis même si je mets une caméra discrète, oh, il y en a des toutes petites, hein, j'en ai une minuscule comme ça que j'avais. Et j'en ai une un peu moins. Mais si je veux, je peux filmer, hein, si je veux, hein, je peux prendre des preuves. Hein. Il faut qu'il arrête ses conneries. Là, il veut attenter à ma peau, là, je rigole plus, là. Hein. Bon, maintenant j'y vais. Je vous embrasse tous et je vous bénis tous. Mon rabbi, je te bénis. Ma dragonnette, Fidèle, Stéphanie, Marie,
Marie, je sais pas si c'est toi qui m'appelles, mais en tout cas, moi, je décroche pas. Il y a un numéro spécial. Je pense pas que c'est toi, Marie. Parce que normalement, Marie, moi, je connais ton cil, mais je connais pas ton fixe. Mais ton cil, je le connais. Donc, si c'était toi, je saurais que c'est toi. Franchement, ça commence à me tanner, ces conneries. Il veut récupérer le garage. Il veut récupérer. Parce qu'il s'imagine dans sa tête qu'il va pouvoir refaire un business comme il faisait avant. Il avait un garage, puis il faisait du trafic, quoi. Il trafiquait, hein. Il trafiquait. S'imagine qu'il va pouvoir refaire un truc de moto, faire tout un tas de business. Mais faut qu'il se réveille, là, hein. Ouais, je sais très bien ce qu'il a dans sa tête, je sais. Et il faut qu'il arrête, quoi. Ça me rechatouille le nez. Et là, c'est une fois que je suis dans le livre. Là, c'est pas le pollen, là. C'est l'encre. Bah, pourtant, l'encre appuie pas. Une fois, j'avais un livre, je supportais pas le livre. J'étais obligée de m'en débarrasser. Il y avait de l'encre chinoise dedans. Ça puait tellement que ça me foutait de l'asthme. C'était dégueulasse. Là, non, c'est pas de l'encre pourrie, non, non. Mais je sais pas. Enfin, bref. Allez, j'y vais. Alors, page 118. Un château de Templiers s'élevait autrefois sur la haute montagne Templiers et fantastique paysager. La disparition brutale des Templiers est apparue comme un des événements fondateurs du fantastique Templier. Plusieurs récits populaires recueillis par les folklores. Du coup, c'est écrit un peu gros le livre et puis ma loupe qui grossit. Alors évidemment, c'est moins facile. Plusieurs récits populaires recueillis par le folklorien du 19e siècle, du folkloriste du 19e siècle et du début du 20e évoquent ainsi la disparition en une seule nuit des Templiers établis dans un édifice proche du village concerné. En 1903, dans sa monographie du village d'Allen, des accents plus loin A majuscule 2L A-I-N-E-S. Après, il y a C, il y a une virgule, après c'est C, point, boulanger, signale une tradition constante et non interrompue, relative à la ferme de la Pitance et faisant de celle-ci une antique maison templière. Cette même tradition, ajoute Boulanger, nous rapporte ainsi que les Templiers auraient disparu dans une seule nuit. On retrouve dans la revue des traditions populaires bien des récits. Boulanger comme boulanger. Monographie du village d'Allen et Leroux, Paris 1903. Du temps, du même... Non. Les récits. Alors, attends. Tradition populaire, bien des récits du même type. Sur le littoral belge, où cet ordre religieux et militaire possédait des biens et des dîmes. On dit que les Templiers disparus en une nuit, lit-on par exemple sous la plume d'Alfred Harroux dans son inventaire de petites légendes locales. Dans son étude sur les villes englouties, René Basset relève une tradition intéressante sur ce thème, relative cette fois au château des Templiers de Dietenheim. D-E-I-T-E-N-H-E-I-M. En Souabe. Un château de Templiers s'élevait autrefois sur la haute montagne près de Dietenheim. Les Templiers qui l'habitaient exerçaient leur brigandage dans tout le pays. Ils faisaient du brigandage. Ils sont malades de dire des conneries pareilles. Dans tout le pays. Le château s'effondra subitement dans la terre avec tout ce qu'il contenait. Maintenant encore, un trou doit aller jusqu'au-dessous de la haute montagne. Ce récit est plus particulièrement intéressant. Il montre en effet comment la tradition populaire va traduire en un récit fantastique la disparition surnaturelle du château des Templiers. Je dis plutôt qu'il y en a qui ont piqué les pierres, oui, pour se construire des baraques avec. Un événement historiquement advenu l'arrestation brutale des Templiers. La plupart des récits contribuant à la constitution de ce paysage templier fantastique concernaient la disparition. Il y a des trucs écrits après, je vais le faire après. De l'ordre, et comme l'on a vu la légende noire, à côté des récits, j'ai les cheveux qui me chatouillent le nez aussi, des récits spectraux inspirés par celle-ci existent aussi des légendes donnant une genèse templière surnaturelle à certaines roches.
Alors, Harou Alfred, petite légende locale, une revue des traditions populaires, 19e année, tome 19, numéro 11, novembre 1904, Société des traditions populaires, Musée de l'Homme, Paris 1904, page 469 à 470. Ou 470, 469 et 470. Basset-Ronier, ville engloutie, une revue des traditions populaires, 10e année, tome 9, numéro 11, novembre 1895, Société des traditions populaires, Musée de l'Homme, Paris, 1895, page 614. Alors, j'en étais 12 ici. Et comme on l'a vu, sa légende noire, à côté des récits spectraux inspirés par celle-ci, existe aussi des légendes donnant une jeunesse templière surnaturelle et certaines roches. Ainsi, au seuil de la grotte de Fée à Bazoil, sur Meuse, Vosges, les gens du lieu montraient jadis une roche énorme censée être un grand maître du temple de l'ordre du temple, pétrifié sur sa monture. Dieu l'aurait puni de la sorte d'un serment impie. Quelques-unes de ces traditions plus rares sont liées à l'image chevaleresque et héroïque des Templiers et participent pareillement à l'élaboration d'un paysage fantastique templier à travers ces dires populaires, expressions fantasmagoriques d'anciennes souvenances, se tissent aussi, non pas à côté mais dans le territoire physique, même un second territoire d'essence magique et mémoriale. Dans son article Monument mégalithique du Haut-Bourbonnais, paru en 1895 dans la revue À travers le monde, Gabriel Gagné, 1849-1916, là, mon voisin, il est en train de dormir, là. Peut-être bien. Son son est pas très fort. Alors, monsieur, il fait sa sieste, il fait dodo avec... voilà, et monsieur se prépare pour pouvoir faire sa... pour pouvoir mettre sa mère toute la nuit. Bah, hier, il s'est vengé, parce que comme j'ai fait ma vidéo, après, bah, il s'est vengé. Il a rehaussé son son, il a fait tout un tas de trucs. Comme si que j'ai pas le droit de lire. Et soi-disant qu'il est sourd. Hein. Ouais, normalement, il devrait même pas m'entendre. Enfin bref. Alors, Gabriel Garnier, 1849-1916, relève ainsi une tradition associée à une grotte du massif du Ré de Sol, en Auvergne. À l'est, un vaste bloc en surplomb semble un abri sous roche. Au centre s'ouvre une brèche de 8 mètres de large qu'on distingue au loin dans la plaine, et au fond de laquelle s'ouvre une caverne, jadis habitée par un monstre féroce, moitié homme et moitié bête. Oh, il y a eu plein de légendes sur la bête du Gévaudan, sur les loups-garous, tout un tas de trucs, quoi. Moitié homme et moitié bête, qui dévorait les habitants des campagnes voisines. Un vaillant templier, le chevalier des murs, le tua en combat singulier d'un coup d'épée exterminateur qui fit trembler la montagne. Maudit, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de votre race. La légende relative à la grotte du massif du Ré de Sol montre qu'il existe à côté du fantastique noir relatif aux Templiers une tradition lumineuse. Celle-ci puise, comme pour la légende auvergnate, son origine dans le souvenir héroïque lié à l'imaginaire du chevalier, mais plonge aussi surtout ses racines dans la fonction religieuse des Templiers. Dans cette perspective où les Templiers sont des hommes de Dieu, leur destruction fut-elle commanditée par le roi de France avec l'assentiment du pape, est une œuvre démoniaque et en tant que tel, est amené à soulever le courroux divin. Hein? Le roi, il les a bien fait assassiner et le pape était bien de mèche. Hein? Ils étaient culs comme chemise, hein, comme dirait l'autre. Hein? Hein? Le bel, là, avec le pape. Alors, dans ce registre-là, la malédiction des Templiers est un des thèmes attachés aux Templiers qui traversa durablement le temps. Rien ne chassa des esprits sa conception surnaturelle, pas même l'émergence d'une version nationalisée de ce thème. À travers le succès, à partir de la fin du XVIIIe siècle, une vision conspirationniste de cette vengeance, pour laquelle celle-ci est Garnier Gabriel, monument mégalithique de Haute-Bourbonnais et d'Auvergne, à travers le monde. Il faut marrer. J'étais abonné à un catalogue que tu pouvais commander et maintenant ils disent ou alors vous pouvez commander à votre librairie. Chez nous, il y a plus de cordonniers, il y a plus de librairie.
il n'y a plus d'oiseleurs, il n'y a plus de grainetiers, il n'y a plus le vendeur de gaz, hein, parce qu'ils font plus les bouteilles de gaz, parce que comme on voulait des bouteilles, il fallait aller à la Croix par là-bas, très loin. On n'a plus rien. Les magasins, ils ferment les uns après les autres. Là, ils ont vendu, là, je ne sais pas ce qu'ils vont mettre à la place. L'hôtel, je ne sais pas. L'hôtel, je ne sais pas si ça va rester un hôtel ou si ça va faire autrement. Il y a tous les trucs qui foutent le camp. Il n'y a plus rien. Et c'est pas fini, je crois que ça va continuer. Oui. Bah, du coup, ils récupèrent ça pour une bouchée de pain, hein, vous avez bien compris le système. Hein, et puis, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent des trucs, soit ils font des magasins pour les riches, hein, comme ils ont fait à Paris. Hein. Ils ont racheté des trucs en bouchée de pain, des gens qui ont perdu leur travail, hein, à cause de ce qui se passe, hein, évidemment. Et puis voilà. Et ils font des boutiques de luxe pour leur gueule. Et puis nous, ben, Tintin, vas-y. Hein, Tintin. Oui, on a bien compris. Je voulais dire aussi autre chose tout à l'heure, mais je ne sais plus où c'est passé. Hein. Si ça revient, tant pis. Si ça revient pas, bah tant pis. Alors, le fait non d'imprécation magique, mais d'une société secrète fondée par Jacques de Molay lors de son emprisonnement. Je reviendrai largement sur ce sujet. Toute cette trame surnaturelle se repose sur une phrase « Roi Philippe, chevalier Guillaume, pape Clément, avant un an, je vous appelle à comparaître devant le tribunal de Dieu pour y recevoir votre juste châtiment. Maudit, maudit, vous serez tous maudits jusqu'à la 13e génération de votre race. » T'as eu raison de le faire, mon frère. C'était justifié. C'est dévoré par les flammes au moment de mourir que Molay aurait lancé cette imprécation, à la suite de laquelle le sort tragique promis s'accomplit. Le conditionnel est de rigueur dans la mesure où l'histoire contemporaine voit dans cette annonce une invention tardive. Si les sources proches de l'événement comme les chroniques de Godefroy, de Paris et de Villani évoquent bien des paroles prononcées par Molay sur le bûcher avant que l'on y mette le feu. Il s'agit de proclamations d'innocence. Godefroy de Paris, qui fut témoin oculaire de la scène, place dans la bouche de Molay non pas la malédiction qui lui fut prêtée par la suite, et même s'il l'a fait, hein, mais un rappel à la justice divine qui sera la preuve de son innocence. Oui, peu importe, hein, des fois on peut avoir le droit de maudire au nom de Dieu, on peut maudire s'il le permet, hein. Qui sera la preuve de son innocence, bon. Molay non pas, alors, la bouche de Molay non pas par la malédiction qui lui fut prêtée par la suite, mais un appel à la justice divine qui sera la preuve de son innocence. Dieu sait qui a tort et a péché. Il va bientôt arriver malheur à ceux qui nous ont condamnés à tort. C'est moi qui va rigoler, moi, bientôt. Bah oui, hein, tous ceux qui s'acharnent contre moi, ça, vous récolterez vos fruits, hein. Ben oui. Et moi, je ne lance pas de malédiction. Et je fais pas de la magie noire avec des aiguilles, moi. Hein. Voilà. Seigneur, dit-il, sachez sans terre que tous ceux qui nous sont contraires par nous aurons à souffrir. La malédiction n'aurait été mise dans la bouche du simplicier que bien plus tard, alors que la succession du malheur qui frappèrent les Capétiens et ça traduisit en 1328 par l'extinction de la branche directe, les avait fait percevoir comme maudits. Après avoir placé l'origine de cette malédiction dans l'attentat d'Agnani, on l'aurait ensuite rapproché de sorts réservés aux Templiers. La première formulation de littéraire de cette malédiction de Jacques de Molay passe ainsi pour être celle de Paul-Émile 1460-1529. Normal, j'ai mal aux dents, donc je bave, c'est normal, j'ai mal aux dents. Dans le rebut Gesti Francorum, ouvrage historique commenté par François Ier, 1494-1547, publié de façon posthume en 1548, Paul-Émile y faisait prononcer la fameuse imprécation devant le bûcher. Tous les historiens qui lui succédèrent situèrent la scène au milieu des flammes, lui donnant une dimension plus tragique encore. Oui, ça ne change rien, on l'a quand même assassiné, le. Hein. Jacques de Molay, on l'a quand même assassiné. Hein. Puis les autres aussi. Hein.
La posture des historiens contemporains qui consiste à voir dans cet épisode une fable tardive n'est pas nouvelle. Au XIXe siècle, plusieurs auteurs contestent la réalité de l'imprécation de Mollet. L'essayiste politique et historien Jean-Charles Léonard. Cité de Démurger, Alain, les Templiers, une chevalerie chrétienne du Moyen-Âge. Col. Histoire. Le Seuil, Paris 2008, page 482. Bon, cette musique-là, je l'entends tous les jours, comme il y a John qui se défoule, là. Ouais, bah c'est pas moi qui mets de la musique, là, hein. C'est peut-être des jeunes qui se baladent avec un truc. Maintenant, ils font aussi fort que ça, même avec les smartphones, là. Un coup, je les ai regardés, je dis merde, donc c'est qui le truc pour mettre la musique à fond? Ah, bah j'ai vu, il avait le truc à la main, j'ai dit d'accord, ils achètent des trucs de dernière technicité, technologique, donc t'as le son encore mieux, vas-y. Bon, alors, Simonde de Sismondi, 1773, toi, tu dégages, j'en ai marre de ces bestioles. Excuse-moi Jésus, hein, mais voilà, hein. Ma parole, on m'a mis une... Non mais... Dans son histoire, je vais pas en dire plus. Des Français y voient un récit arrangé sans doute d'après l'événement Édouard Fournier, 1819-1880. J'ai été piqué par une bestiole et ma jambe elle a gonflé. Hein. Je me suis cogné la jambe, d'accord, mais j'ai mis de la glace aussitôt, donc normalement non. Et c'était douloureux comme j'appuie un endroit, et c'était pas l'endroit où j'ai pris le truc sur ma jambe. C'est sur le côté de la jambe. Et ma cheville, elle est gonflée. Donc, j'ai été piqué par une araignée. Peut-être. Je sais pas. Ça fait comme si je faisais une flébite. Ça a gonflé. C'est pas malin, ça. Enfin, ça va, c'est du côté droit. C'est pas du côté gauche. Ouais. Lol. Alors, je suis revenu des morts, de toute façon. Alors, vous savez, hein, je peux revenir plusieurs fois. Hein. Hein, j'ai été morte comme je suis née. Hein. Je suis née morte, alors je suis revenue. Alors, que nombre d'auteurs de son temps n'y croyaient plus à juste titre. Je sais, c'est pénible, les gars, et je parle, je rajoute un truc, et puis ceci, mais il faut vous habituer. Et puis j'essaierai de m'améliorer, mais bon... hein, n'y croyez plus à juste titre. Il se fit de notre temps autour de ce fait qui, pendant 4 siècles, n'avait pas trouvé un incrédule, une sorte de conspiration du doute. Pour lui, ce scepticisme est le produit de la disparition de l'esprit religieux. Ah bah ça c'est sûr. Hein. Ce hasard, ces rencontres du fait prédit avec le fait accompli suffirent, et non sans raison, pour rendre les choses peu croyables. À notre époque, peu croyante, malgré ce, la phrase apocryphe de Mollet resta imprimée dans tous les esprits, ne cessant de se nourrir de l'effroi mêlé de la fascination qu'elle inspirait au point de rayonner plus fortement encore, comme un feu qui s'éteint partiellement avant de repartir de plus belle. Elle constitue le fondement tragique des rois maudits. Ah, oh, je suis déjà arrivé à 28, merde. Alors, elle constitue fondament tragique des rois maudits, puis si je parlais un peu moins entre deux, ben, ça serait tout bien. De Maurice Druon, 1918-2009, dont le premier tome, Le Roi de Fer, paru en 1965. L'œuvre, moi je préfère la première version, elle était crue, mais putain, qu'est-ce qu'ils étaient bien, les rois maudits, avec... j'ai oublié le nom de l'acteur, merde. La deuxième version, je l'ai aussi, mais c'est moins bien. Moi, je préfère les premières versions. J'ai les deux. Alors, l'œuvre insuffla la malédiction du dernier grand maître du temple dans tous les esprits. Voilà. Ah oui, Jean-Pierre Drouot ou Jean-Paul Drouot. Enfin, je sais plus comment il s'appelle. Je sais plus le nom de l'acteur dans la première version. Je sais plus le nom, hein, mais ça doit être ça, à peu près ça. Ouais, 28, hein. Sans doute l'historien Georges Bordonov qui formule le mieux cette dimension acquise par la malédiction de Jacques de Molay. La prétendue malédiction de Jacques de Molay ne fit que croître et embellir. Elle s'inscrivit dans notre mémoire collective. Elle est désormais indestructible, quoi que on puisse dire. Elle fait partie de notre patrimoine. Une croix rouge semblable, c'est écrit Femblable,
à celle des Templiers, empreintes furent le disque de la lune. Bah, c'est écrit en vieux François. Excusez-moi, hein. Faut en espèce de langue, vas-y. La malédiction de Jacques de Molay fut la transcription surnaturelle témoignant de l'effroi suscité par la liquidation des Templiers qui eut le plus grand rayonnement, mais ne fut pas la seule tradition fantastique qui en découla. Voilà, je m'arrête ici parce qu'on arrive à 31. Je reprendrai d'ici les abonnés, d'accord? Voilà. Je vous embrasse tous, soyez tous bénis. Et puis, je vous dis à la prochaine, quoi, voilà. Hein, voilà, gros bisous. Gros bisous, gros bisous.